Bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui parle d'un sport où les vainqueurs de Grand Tour gagnent aussi sur les pavés. Vous l'avez compris, on va débriefer ce qui s'est passé ce week-end avec le Tour des Flandres. Une course fantastique, juste avant une autre, Paris-Roubaix, qui arrive très vite ce week-end. L'occasion d'en parler tout à l'heure avec cette question. Est-ce que le Tour des Flandres est devenu plus sexy, plus excitant que Paris-Roubaix, au moins pour cette année et les prochaines années, notamment avec la présence de Pogačar. On va en discuter tout à l'heure avec nos chroniqueurs du jour. Et ça fait plaisir de le retrouver autour de la table. Rémi Dos Santos est là. Salut Johan, salut à tous. Pour représenter bien sûr le Portugal et la France, il n'a jamais vraiment choisi. La Belgique, c'est pour James Haudvaart aujourd'hui qui est présent avec nous. Il y a des choses à dire sur les Belges ce week-end. Est-ce que tu vas bien ? Bonjour à tous, oui très bien, à merveille. Alors franchement on est très content de le savoir. En tout cas il y en a un qui va un petit peu moins bien aujourd'hui, c'est Anthony. C'est pas à cause de Van Aert. Il souffre Anthony. Alors déjà, est-ce que tu vas mieux ? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Parce que a priori tu as une mésaventure il y a quelques jours qui t'a obligé à abandonner le plus grand objectif peut-être de ta carrière. Alors déjà bonjour à tous et à toutes. Attends, faites pas rire parce que. Attends, avant de raconter ton histoire de ce qui s'est passé, j'avais un petit jingle que j'avais gardé sous le coude. Je pense que ça ira bien. Attends, regarde. La cocaïne, c'est l'histoire. Ça s'appelle les cocos. Je l'avais gardé. Tu avais chanté ça avant l'émission à un moment, donc je pense que c'est bon. Tu peux raconter ton histoire. C'est comme le Père Castor. C'est ton jingle. Ah, t'es vraiment un enfoiré de me faire rigoler parce que ça me fait très mal aux côtes. Non, il n'y a rien à raconter. Je suis tombé comme un amateur que je suis, voilà. Et du coup, pas de Paris-Roubaix ce week-end. Les côtes ne vont pas très bien. Mais là, je viens d'apprendre, il y a une heure, en fait, que j'avais le petit doigt aussi qui était cassé, en fait. Donc, voilà. Pas de Roubaix, on va aller à Roubaix en spectateur, voir les copains faire la cyclo samedi, et puis on restera, je pense, dimanche à regarder les pros. Les côtes sont touchées et les cotes pour la victoire finale dans ce Roubaix sont chamboulées. Ah oui, moi j'avais mis Anthony Cola, la cote à 300 495 je crois. Déjà les foirées celle-là, et puis surtout après avoir manqué de finir Paris-Chauny, tu prends pas le départ de Paris-Roubaix de la cyclo. C'est rageant, non, Anthony, c'est des coups durs. Ah ouais, c'est rageant, ça va. C'est une cyclo, hein. C'est vrai que je me suis remis un peu en selle depuis ce début de saison pour faire ça. Voilà, ouais, c'est rageant, mais bon, il y a des choses plus graves. C'est qu'une cyclo, c'est pas, j'avais rien à prouver, c'était pour le plaisir. Donc voilà, tant pis, hein, on repoussera, on fera l'année prochaine, on fera autre chose cette année. Hein. Bravo. On dirait Wout van Aert après ces quelques échecs cette année. Voilà, ça commence déjà, c'est gratuit. Mais sachez que j'adore, hein, attention, c'était juste pour entamer un petit peu le débat, parce que oui, on va parler du Tour des Flandres, une course que vous avez évidemment appréciée, hein, comme à peu près 99,9% des suiveurs. Il reste les 0,1 DSM. On aura le temps donc du coup d'en parler dans le départ. C'est parti. Allez mon petit, on en remet là, Tellement de choses à dire sur le Tour des Flandres, 270 km, et je pense qu'on pourrait faire un débat par kilomètre, hein, presque, avec ce qui s'est passé. On va pas vraiment se refaire le fil de la course parce que ça va être un petit peu difficile de tout se remémorer, mais on va commencer dans l'ordre chronologique à l'arrivée avec cette magnifique victoire de Tadej Pogačar, magnifique victoire. Est-ce qu'on y croyait, Rémi Dos Santos ? Parce que c'est vrai qu'on a vu Pogačar essayer plusieurs reprises. L'année dernière, il avait essayé plein de fois. Il n'avait jamais réussi à faire décrocher, notamment Mathieu Van Der Poel, qui était encore très fort. Quand on le voit là gagner comme ça, on dit c'est pas inespéré, bien sûr. Il faisait partie des favoris, mais voilà, c'est incroyable, quoi. C'est une belle victoire. C'est une victoire incroyable. C'est une victoire à la Pogačar. Hein. Il est parti. La première attaque, c'est quoi ? C'est 55 km de l'arrivée, quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, en fait, zéro. déjà, tu sais que ça peut aller au bout parce que tu le vois décrocher tout le monde. Alors ça revient derrière, etc. Il en met plusieurs pour aller au bout, mais tu sais que ça peut aller au bout. Maintenant, quand il part comme ça, tu te dis pas qu'il va le faire. Donc ça reste incroyable, et en même temps quand tu le vois finalement l'emporter, lever les bras tranquillement à l'arrivée, tranquillement, façon de parler, 44 de moyenne, oui. ça paraît aussi en fait tout à fait logique. Donc voilà, il était fort, on le savait depuis le début de la saison. On avait vu l'année dernière qu'il était déjà le plus fort sur cette course.
C'est juste une confirmation que le mec est actuellement très certainement le meilleur coureur du peloton. Et il y a eu des doutes quand même dans cette course, notamment avec l'échappée qui avait quand même beaucoup d'avance, 3 minutes à 60 km de l'arrivée, avec des gars comme Pedersen, comme Koen, comme Asgreen quand même, ancien vainqueur du Tour des Flandres, on le rappelle, même si c'est un peu perdu en ce moment, qui était présent. Mathieu Van Der Poel qui a été très très fort dans les monts aussi juste avant. James, est-ce que tu as douté sur la victoire de Pogačar à un moment donné dans cette course? Oui. Oui, voilà. Oui. Quand il y a eu effectivement 3 minutes, je me suis dit, on joue vraiment avec le feu là. Mais quand je posais la question en conférence de presse à Poggi après la course, est-ce que lui-même a stressé? Il m'a répondu en 2 mots, no panic. Non, mais c'est vrai voilà. qu'il était très serein. Ouais. Donc, oui. Sûr de son coup, du début jusqu'à la fin, apparemment, et même un groupe aussi intéressant qu'on avait devant. On a l'impression que pour Poggi, ça comptait pas. Ses seuls adversaires, c'était Van Der Poel et Van Aert. C'était une course à 3 au final, et les autres comptent pas vraiment dans sa tête au final. Pour donner la parole à Anthony, toi, qu'est-ce qui t'a fait le plus douter? Est-ce que c'est cette échappée avec de gros coureurs ou est-ce que c'est Mathieu Van Der Poel qui a failli le lâcher juste avant, dans le Mont, juste avant le vieux Quarmont? Non, moi avec ce qu'on avait vu lors de l'E3, déjà, on les connaissait super en forme tous les trois. Moi, ça m'étonne pas qu'ils sortent un no panic parce que je l'avais vu tellement costaud en fait. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait quand même du beau monde dans cette échappée. Qui a pris 3 minutes, je crois même à un moment. Donc on a commencé, mais bon, dans cette échappée-là, tu avais quand même du Asgreen où on ne sait pas trop où il en est. Il y avait Pedersen qui était là. Après, il y avait Trentin. On savait bien que c'était quand même un pion qui avait été envoyé devant en appui. Ouais, Van Hooydonk, pareil, qui était là aussi en appui. Non, moi j'ai pas paniqué. Alors moi j'ai pas vu toute la course, notamment j'ai pas vu la grosse chute, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, j'ai vu qu'après les images, mais à partir du moment où j'ai pris le direct et qu'il y avait cette échappée qui s'est faite, non, j'ai pas vraiment paniqué pour eux, je les voyais tellement costauds. Après de toute façon Pogačar, on le savait, la seule chance qu'il avait de gagner, enfin la seule chance entre guillemets, c'était de se débarrasser des deux autres. Et donc c'était sûr que tous les monts il allait essayer de les sacocher, et c'est ce qu'il a fait. Après je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Je pense que Wout en a fait un peu trop par moment. C'est peut-être un peu trop découvert alors qu'on le savait peut-être un petit peu juste. Mais bon, de toute façon, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Pogačar a encore couru, pas couru à la perfection, mais pas loin quand même. Mais de toute façon, en ce moment, je pense qu'il est injouable. Donc, non, je ne suis pas étonné de la victoire de Pogačar et pas étonné que lui n'ait pas douté pendant la course. 4 minutes quand même, il a pris 4 minutes aux échappés qui étaient partis devant et c'était pas n'importe qui. On a l'impression qu'il y avait un monde d'écart entre, je dis pas que Pogačar, même Mathieu Van Der Poel et Van Aert, même s'il a fini avec les échappés, ils ont pas fait le même sport ce week-end, c'était incroyable de se dire que des mecs qui ont pris 3-4 minutes en 60 km, c'était pas devant, c'était pas Van Kersburg, je dis ça, attention, en tout honneur. C'est juste, voilà, c'était pas n'importe qui, quoi. Non, mais on le sait depuis maintenant 4 ans que les mecs ne font pas le même sport que les autres. Donc voilà, ils sont plus. C'est à la fois incroyable et en même temps, c'est tellement habituel que de toute façon, on n'est plus surpris. Maintenant, c'est vrai que devant, t'avais quand même du lourd. J'ai quand même cru pendant un moment. Le seul qui m'a fait douter, j'ai pas douté, mais le seul qui m'a dit il peut éventuellement aller au bout, c'est Pedersen. Parce qu'il semblait quand même très très fort. Ouais. Il était devant et il a été vraiment solide. Mais ouais, c'est quand même fort. Tu reprends 4 minutes sur 60 bornes, Pedersen, Kung, Asgreen, etc. Ouais. Et en plus, sachant que, comme le dit Anthony, Trentin n'a finalement servi à rien alors qu'il était devant pour ça. Il a fait coucou, quoi. Oui, voilà, il a certainement dit allez, vas-y, continue. Je sais même pas s'il a réussi à lui dire. Il a pris un gros. Vous avez vu, moi, ce qui m'a mis un peu sur le cul, c'est quand Pogačar a repris Pedersen dans le vieux Quarmont. T'avais l'impression qu'il doublait un minime, quoi, qui était là, quoi. Mais c'était déjà ça dès le début, en fait. Attention, pousse-toi copain, j'arrive, quoi. Ouais, c'était assez impressionnant. Quand tu vois il est monté à une allure impressionnante, quoi. Et d'ailleurs, alors il y a cette déclat de Tadej Pogačar qui a dit
je sais pas si c'est lui, mais ou c'est un de ses entraîneurs, je crois, ou de ses managers, enfin bref, dans son entourage, dans son staff, qui a dit qu'il avait fait le Tour de Flandre presque son grand objectif de l'année, presque plus que le Tour de France. Je sais pas, Plus que t'avais passé Paris-Nice ça, plus que... Non, Paris-Chauny un peu moins. Paris-Chauny, Mais James, t'as entendu cette phrase, je crois. Et je sais pas s'il l'a redit après en conférence de presse, mais pour lui, c'était vraiment la course presque de l'année. Il y a quand même le Tour de France, mais bon. Oui, il l'a d'ailleurs bien confirmé en conférence de presse qu'il voulait désespérément la gagner. Alors, la raison, ça m'échappe encore vraiment pourquoi. Bon, voilà, on a des affinités avec des courses, parfois ça ne s'explique pas, mais il faisait vraiment un point d'honneur à gagner ce Tour des Flandres, vraiment. Et tout en disant aussi, voilà, maintenant, quoi qu'il arrive, ma saison, même si je ne gagne pas le Tour de France maintenant derrière, peu importe, ma saison est d'ores et déjà réussie. C'était son point d'honneur de la saison. Donc, voilà, check. Mais il n'en restera pas là. Mais est-ce que tu comprends la ferme de l'animal. Est-ce que tu comprends de dire le Tour des Flandres c'est presque plus important que le Tour de France? C'est quand même fou. Même si côté belge on doit ça dire, reste un. C'est pas comparable en fait. On est dans la catégorie monument. Voilà, ça fait partie des 5. On est dans une collection de trophées et Tadej on est largement capable d'aller chercher les 5, même s'il doute de lui-même pour Roubaix. Mais il en est tout à fait capable. C'est une course qu'il voulait accrocher à son palmarès. J'ai pas envie de mettre que c'est plus qu'un Tour de France ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de différent. Ce sont des courses d'un jour. Voilà. Ça, il n'avait pas encore dans son palmarès. Il y avait aussi un sentiment de vouloir se racheter par rapport à l'échec entre guillemets de l'an dernier où il avait clairement déjà les armes pour gagner. Il voulait mettre aussi c'est une question de fierté aussi derrière par rapport à son sprint raté entre guillemets l'année dernière. Il voulait rectifier les choses et là il nous a fait une démonstration à tout point de vue physique et tactique. Il n'y a absolument rien à dire et son équipe malgré l'abandon rapide de Wellens n'a jamais été démobilisée. Le plan a été suivi à la lettre et on avait le Tadej des grands jours et donc quand c'est comme ça il faut se plier. Même un VDP ou un Van Aert ne pouvait absolument rien faire. Anthony, quelques petits conseils à James pour le micro, parce que qui a encore, toi qui as l'habitude maintenant. Tu dois avoir ta fiche qui est mal branchée dans ton ordinateur. Parce que c'est lui, le technicien Micromania de Saderail. Faut pas le faire rigoler aujourd'hui, on a dit. Non, faites pareil. On va rester sérieux jusqu'au bout, n'en fais pas. Anthony, je voulais te poser la question parce que je voulais faire rebondir par rapport à ça, par rapport à cette déclaration. Il doute pour Paris-Roubaix. Est-ce que tu doutes d'une victoire de Tadej Pogačar dans Paris-Roubaix dans les années à venir? Ça veut dire que quoi, il va falloir qu'il abandonne la montagne pour prendre un petit peu de poids, c'est ça en fait, pour remporter Paris-Roubaix ou non? Je sais pas. J'ai envie de te demander, est-ce que quelqu'un doute encore de quelque chose au sujet de Tadej Pogačar? J'en sais rien, moi. Moi, il y a un truc que je suis en train de regarder un petit peu. Je me dis, voilà, il a 24 ans, il a déjà 2 grands tours, enfin 2 Tours de France. C'est peut-être pas plus mal aussi qu'il bifurque un petit peu sur ces courses-là, quitte après à revenir sur les grands tours. Parce que voilà, on sait que les grands tours, il faut quand même avoir de la bouteille. Enfin, avant, on pensait qu'il fallait avoir de la bouteille. Maintenant, on l'a vu gagner des grands tours à 20 ans. Enfin, 21. Poggi, 22, 22 21 aussi. Ouais, enfin bref, très jeune. Ça va. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas aller maintenant bifurquer un petit peu, si on peut se fier à ce qu'il a dit. Moi, j'y crois pas. Enfin. Dire que la saison est réussie maintenant, que s'il se loupe au Tour de France, ça sera réussi. C'est vrai, ça, j'avais pas vu. C'est vrai que j'avais oublié. Ça, j'y crois moyen. Il peut prendre sa retraite maintenant, il a dit. Voilà. Bon. Ouais, mais maintenant, dans les faits, il a raison aussi parce que depuis la reprise, si vous regardez, c'est un truc de ouf. Si vous regardez le début de saison de Pogačar, c'est un truc de ouf. Et j'attends de voir la gestion aussi, parce que comment il va faire maintenant pour gérer quand même. Là, il va falloir lever le pied, c'est sûr, pour repréparer le Tour. Des coureurs qui sont capables de gagner des classiques de gagner ces classiques là et après d'aller gagner des grands tours. Voilà, moi j'ai pas une grosse mémoire, mais je crois qu'il y en a pas beaucoup. Merckx, dans le doute. Ouais, Merckx, tu dis Merckx, ça marche toujours de toute façon. Mais Bobé aussi. Pourquoi pas le fait. Mais est-ce que je doute d'un jour de voir Pogačar gagner Roubaix? Autant avant, je t'aurais dit oui, autant après l'avoir vu rouler sur le pavé là depuis quelques temps, je te dirais non. Moi j'ai l'impression. Et pour moi, il n'a pas spécialement besoin de prendre plus de poids que ça.
Alors on dit souvent ouais pour Roubaix faut être un peu plus gabarit un peu plus important que sur les Flandres parce que c'est du pavé qui est plat. Quand vous savez rouler vite sur le pavé, vous savez rouler vite et vous avez vu que Pogacar a l'allure qui s'est roulé sur le pavé, même un pavé mauvais comme on a pu voir ce week-end, qui était un peu humide. Il chassait même. Moi ouais, il a chassé. Bah, de toute façon il est agile, hein, il a fait aussi un petit peu de cyclocross. Alors, on va dire qu'on en revient toujours là, mais il est pas mauvais, il est agile sur un vélo. Non, moi je pense qu'il n'a pas besoin de changer grand chose. Et je serais pas étonné de le voir s'aligner sur Paris-Roubaix assez rapidement. On a les statistiques, hein, je les ai, hein, ils sont deux, hein, voire un grand tour enfin, le Tour de France et le Tour des Flandres, c'est Eddy Merckx et Louison Bobet, donc voilà, et ils sont trois maintenant évidemment du coup. Qu'est-ce que j'avais comme stat? Alors 21e siècle, vu qu'il a 4 monuments maintenant, il est juste derrière Bonnen, Cancellara, Gilbert, Bettini. Il vient d'égaliser notre ami Alejandro Valverde qui en a 4 du même. Et puis ils sont 9 à avoir 2 grands tours et 4 monuments. Voilà, notamment Bobet, Merckx, Hinault, Coppi, Bartali, Binda et donc Pogacar. Donc voilà, c'est vrai qu'il a dit cette phrase. Oui, bon, je peux prendre ma retraite maintenant. C'est vrai que déjà t'es bien placé, t'es bien quand même dans la légende du vélo en tout cas. Bah évidemment qu'il est très très bien. Évidemment qu'il pourrait prendre sa retraite. Il y en a combien? Tu l'as dit, il y en a 9 qui ont ça. Ouais, pas donc voilà. Très clairement, ils sont pas beaucoup à l'avoir. Donc t'imagines s'il s'arrête aujourd'hui, il fait partie d'un top 10 qui est quand même difficilement atteignable. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Et il peut très clairement aller chercher très rapidement. Bon bah évidemment Bettini, Gilbert. Et à terme, Cancellara, Bonnen, parce qu'ils sont à 7. Et la différence, c'est que Bonnen n'a que 2 monuments différents, Cancellara en a 3. Il peut très bien faire la razzia. Moi, j'ai l'impression, on parlait de Roubaix, je pense qu'il aura plus de facilité à gagner Roubaix que San Remo pour moi. Comme Gilbert. Parce que la pancarte. Et puis surtout, San Remo, il se passe rien pendant 260 bornes. Donc les 40 derniers kilomètres, tout le monde peut les faire à bloc. Et des grimpeurs qui passent, enfin des mecs qui sprintent plus vite que Pogacar et qui passent bien les bosses, t'en as à foison, des Pedersen, même un Arnaud Démare, et puis évidemment Van Aert, Van Der Poel, même un Alaphilippe. Enfin voilà, il a beaucoup d'adversaires. Quand Paris-Roubaix, c'est tellement à l'usure, avec un peu de réussite si jamais si tu crèves pas, etc. Mais l'usure et l'agilité, comme a dit Anthony, je le vois pas moins fort que les spécialistes. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était très fort aussi ce week-end, c'est Mathieu Van Der Poel qui fait donc 2e de cette édition. Il a même dit c'est le meilleur Tour des Flandres que j'ai fait. Tout simplement, il est tombé sur quelqu'un qui est encore plus fort. Van Der Poel, c'est il a fait 4 ans en 2019. Attends, faut que je retrouve. Premier en 2020, 2021 2e, 2022 premier, 2023 2e. Donc c'est plutôt impressionnant pour Mathieu Van Der Poel. Alors, qu'est-ce qui lui coûte la victoire? C'est Pogacar qui est trop fort ou c'est cette bordure qui lui coûte cette victoire? Parce que ça a beaucoup fait parler, ça aussi, James, du côté de la Belgique. Bah, la bordure. Hein. Ah, la bordure. La bordure. Bah oui, clairement. Au point d'aller s'excuser auprès de ses coéquipiers pour cette erreur, à mon sens, qui est invraisemblable. Comment est-ce possible que ça puisse arriver à l'un des 3 favoris du Tour des Flandres? Tu es obligé de cramer déjà des coéquipiers à ce moment-là, c'est complètement fou. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, c'est loin de l'arrivée, mais ne serait-ce que l'influx nerveux déjà qu'on perd, parce qu'il y avait quand même déjà 30-35 secondes, tous ces petits détails sur un Tour des Flandres, à un moment donné, vous les payez cash, et la différence entre Poggi et Van Der Poel n'était pas si grande que ça au final. Hein. Faut pas croire que Poggi avait 3 marges d'avance sur VDP. Mais au final, ce sont des tout petits détails qui expliquent cette différence. Et très clairement, la bordure, voilà, c'est un facteur d'explication. Après, voilà, il est tombé sur le Poggi des grands jours aussi. Mais moi, cette bordure, elle me reste en travers de la gorge. Enfin, pour lui, hein. Pas pour moi. Il a perdu un coéquipier, Søren Kragh Andersen, qui a complètement explosé, évidemment, après avoir bien bossé pour ramener Van Der Poel. Anthony, mais qui était malade, hein, il revenait de maladie, quand même précisé. Comme Madouas d'ailleurs, qui a abandonné pendant la course, malheureusement pour nous les Français. Anthony, est-ce que tu as cet avis similaire? Est-ce que c'est la bordure qui lui coûte la victoire? Même si tu n'étais pas là au moment de la bordure, tu étais en train de manger le ravin. Mais est-ce que du coup, c'est pas juste parce qu'il était un tout petit peu moins bien que Pogacar? Parce que vraiment, il a dit qu'il avait tout fait, quoi.
Mais il y a eu deux bordures en fait, parce que moi j'ai vu. T'as vu Moi les je crois que trucs j'ai qu'on pas a vu celle la vraie où il a vraiment été pris dans une bordure, il a vraiment un peu de temps. Moi j'ai vu après le deuxième coup, avec notamment le coup de la DSM, où là aussi il est piégé. Et c'est à ce moment-là que Craig Anderson saute après, hein, parce qu'il bouche le trou. Au moment où la DSM fait leur espèce de coup. Ouais, un peu ça, on allait y venir, hein, t'inquiète pas. On allait y venir, mais non, je pense que s'il y a eu une deuxième fois, un premier coup de bordure avant, visiblement ça lui avait pas servi de leçon. On l'avait vu courir à la perfection lors de Milan-San Remo et on l'avait souligné. Là, moi, la deuxième bordure, donc au niveau du coup du DSM, il est dernier du peloton juste avant. On le voit en bas du Berg, il est dernier du peloton, on ne sait pas ce qu'il fait, il va chercher à manger Il ou il va chercher à papillonne, boire. il est là, il est bien, il profite du paysage. Non, ouais, mais tu peux pas te permettre dans des courses comme ça où la route fait 3 mètres de large d'être si loin. C'est pas possible parce que là, on l'a vu clairement, la DSM fait leur coup, on en reparlera après. Mais en haut, ils se retrouvent avec les autres font la relance là-haut, et ben ils basculent avec 15-20 secondes de retard. Ils se retrouvent dans une troisième bordure. Alors après, il a un peu de chance que devant ça se voie pas, et c'est les gens des adversaires, les Jumbo et autres ne le voient pas, parce que si ça vise vraiment et que lui il a que Craig Anderson pour rouler qui va après s'éteindre, ben ça peut être bien pire et il peut ne jamais revoir la tête de course. Donc je pense qu'il y a une erreur de placement. C'est vrai qu'on peut pas toujours être devant non plus parce qu'il y a des moments où il a besoin de souffler aussi un petit peu parce que devant il y a de la tension quand même, donc il a besoin, je pense, de revenir un petit peu derrière, décontracter un petit peu, mais pas à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là il fait l'erreur. Il fait une erreur de placement. Alors s'il l'avait déjà fait avant, parce que moi je l'ai pas vu, je pense que la bordure d'avant, ça lui avait pas servi de leçon. Et c'est sûr qu'à la fin, on le voyait bien. De toute façon, il était cuit. Alors, c'était tous cuits, hein, Pogacar aussi, oui. parce que Pogacar, la gueule ouverte comme ça dans les derniers kilomètres. Moi, je l'ai pas vu souvent. Même sur des souffrir cols, comme ça sur un vélo. même après avoir gravi 5-6 cols de suite. Ouais. C'est un robot. Il était vraiment voilà. Et Van Der Poel, on le voyait parce que il cherchait sur le guidon. Main en haut, main en bas, il relançait. Et quand vous commencez à faire ça, quand vous êtes en poursuite comme ça et que vous cherchez la position, que vous avez tendance à relancer pour retrouver de la vitesse de jambe sur du plat, c'est que vous êtes cuit. Donc on voyait bien qu'à la fin, il était émoussé. Et je pense que les efforts qu'il a fait avant, alors notamment les 2 efforts, bon, j'en ai vu qu'un, mais s'il en avait fait un autre avant, et bah oui, ça lui est resté dans les pattes. Alors Mathieu Van Der Poel, il l'avait tweeté la dernière fois, avant ce 2 avril, donc il y a 2 jours, le 11 octobre 2022. Il a pris son portable, il a regardé en replay le coup de la DSM qui avait été tweeté par Renaud Breban, qu'on embrasse, hein, qui fait partie de la famille du vélo, et il a mis chapeau Team DSM avec applaudissements. Tu peux le voir, Rémi, si tu veux. Donc ça veut dire que s'il a pris son portable pour tweeter, c'est que vraiment il en avait un petit peu après cette équipe qui, rappelons-le, a fait... Je crois que c'est Degenkolb qui fait 19e pour la plus belle place. James, alors ça fait parler. Alors là, je peux dire que le coup de la DSM quasiment s'arrêter au milieu de la route pour éviter de passer, puis ensuite mettre un petit coup d'accélérateur, c'est pas du tout passé, même si la Trek avait fait un petit peu des choses similaires à travers la Flandre. Est-ce que tu peux nous dire comment ça est critiqué tout ça en Belgique? En tout cas, on en parle beaucoup. Ah oui. Moi, de base, je pensais que DSM avait un gars devant. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ils font barrage, très bien, l'échappée va pouvoir prendre la poudre d'escampette. Je me suis dit dans un premier temps, c'est peut-être un peu choumette, mais c'est peut-être bien vu, hein, voilà, 2 minutes gratos, c'est peut-être un bon moment. Mais effectivement, ils n'avaient personne dans l'échappée. Alors là, je me suis dit, ah merde. Alors du coup, pourquoi ? Non, clairement, c'était un petit coup de pute, on va dire ça comme ça. C'est innovant, hein, on voit pas ça souvent, mais moi je voudrais quand même revenir un peu sur l'attentisme aussi d'Ineos, parce qu'on critique beaucoup d'ISM, mais on a quand même 2 gars d'Ineos qui bougent pas non plus, là, qui subissent les événements. Voilà, si c'est la vraie rébellion, à ce moment-là, Ineos empêche aussi le truc de se produire. Donc voilà, on tombe évidemment beaucoup sur la DSM, mais bon, on savait bien que DSM, de toute façon, à part les voir comme ça de manière collective, on les aurait pas vus du tout. Donc au moins on les a vus, c'est très bien. Mais voilà, ça n'a pas été apprécié par l'ensemble du peloton. Et dans la presse, ils se font quand même bien dézinguer ici en Belgique. Anthony, qu'est-ce que ça donne comme avantage de faire ça? Parce que je me rends pas compte, j'ai pas été souvent en peloton. Tu as été un peu plus que nous, on va pas se mentir. Qu'est-ce que ça fait comme avantage de faire ça en fait? C'est juste on casse le peloton c'est pour faire des cassures quoi en gros.
Ah ouais, mais faire des cassures. Mais là, ils cassent plus que le peloton parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont montés C'est des chutes, ouais, c'est ce vrai. petit mont, ce petit berg à l'arrêt. Donc automatiquement, derrière le peloton, il arrive lancé. Donc toi, tu es là, si tu es milieu de peloton ou dernier tiers de peloton, tu suis, tu prends l'inspiration. Si devant ça freine, donc toi tu vas freiner déjà après, donc tu vas te faire surprendre par ce freinage, parce que tu vas dire putain pourquoi ça s'arrête comme ça. Tu vas freiner, si tu n'as pas anticipé un petit peu tes vitesses, et c'est ce qui a dû se passer à l'arrière, Ouais, et bien sûr. automatiquement tu te retrouves avec une trop grosse vitesse. Donc tu peux arriver à déchausser, pas spécialement tomber, mais simplement déchausser. Ouais. Et une fois que tu as déchaussé dans un mont comme ça, où il y a des pourcentages, alors là je sais pas les pourcentages exacts du mont, mais c'est parfois très pentu, et t'es avec un vélo de route, donc déjà t'as qu'un côté de cale qui chausse, c'est pas une période de VTT où tu peux chausser rapidement, donc il faut retrouver ta cale, il faut réussir à relancer la machine. Donc les mecs qui ont posé pied à terre dans le mont, ils se sont retrouvés à la relance en haut du mont avec, je pense, des 30-40 secondes de retard facilement, c'est possible, sur les DSM qui avaient s'accroché après en haut du talus. Donc automatiquement, tu te retrouves, et c'est dans la bordure dont je te parle, où moi j'ai vu au moment où je suis rentré le midi, enfin en début d'après-midi, où j'ai vu un Mathieu Van Der Poel, et notamment s'il y avait la porte qui était dedans, il y avait 2 ou 3 bordures sur cette grande route, je sais plus où ils étaient exactement, et donc c'était suite à ce fameux coup des DSM. Donc ça fait que un effort, un deuxième effort, un troisième effort, plus tu vas répéter ça, et sur une course de 270 bornes, et à la fin tu paieras. Voilà. Et après, moi si tu veux mon avis, c'est vraiment une méthode de voyou. Ouais, je vais me contenir, mais franchement, un truc comme ça, il se fait, mais les gars méritent, alors je veux pas animer la violence ou quoi, mais les gars méritent de finir par terre assez rapidement après, quoi. Tu vois un truc comme ça. Carrément. Ah non, non, mais toi, pas la attends, violence. c'est quoi Toi, t'as cette méthode? chuté, C'est une toi, t'as méthode chuté, tu c'est une veux tout le méthode monde chute. de petite bite, excusez-moi. C'est Allez. quoi ça? T'es là, t'attends que les mecs se mettent en difficulté. Hier, j'ai entendu, il y avait un space où Steve en a parlé aussi, et Steve était d'ailleurs à l'antenne très révolté. Alors il y a des gens qui sont moins révoltés du truc, mais c'est quoi cette méthode? C'est comme attaquer ou comme cogner quelqu'un qui est couché par terre. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça se règle. On règle ça, le vélo, ça se règle à la pédale. Alors parfois il y a des petites manœuvres. Steve en a parlé à l'antenne en cyclocross ou au haut d'un petit talus, on ralentit un petit peu pour faire louper un peu le mec, mais voilà, c'est des choses qui s'anticipent. Là, le mec qui est 70e dans le peloton, cette manœuvre-là, il peut pas l'anticiper. Ouais. Parce qu'il voit pas le mont qui fait 3 mètres de large, il suit le peloton, il est dans la cuvette en bas, il enquille, on peut pas dire au mec derrière, alors on peut lui dire oui, t'étais mal placé, mais tout le monde ne peut pas être devant, mais on peut pas lui dire fallait anticiper, c'est pas possible. Non, pour moi, je suis révolté de cette manœuvre, et honnêtement, je serais pas étonné que franchement il y ait des mecs un peu qui leur fassent un peu payer dans les jours à venir, quoi. Ouais, c'est possible. En tout cas, pour le coup, Van Der Poel a pas trop apprécié cette manœuvre, en effet. Bien, tiens, on a fait Pogacar, on a fait Van Der Poel, on va aller direction Alaphilippe. Non, mais c'est bon. Si, plus tard peut-être. Van Aert, du coup, qui a fait 4e, qui n'est pas sur le podium de cette course. Il a été battu au sprint par un excellent Pedersen. On aura le temps aussi d'aller revenir. Van Aert, Rémi, est-ce que c'était le plus limité des trois? Est-ce qu'il a quand même bien joué le coup? Est-ce il en a trop fait? Parce qu'Anthony disait tout à l'heure, il en a peut-être un petit peu trop fait. Moi, j'ai eu l'impression que c'était juste le plus limité des trois dans les monts, parce que après les sacoches, au bout d'un moment, tu les subis, quoi, et tu veux pas tous les encaisser. Ouais, pour moi, il était moins fort que les deux autres, tout simplement. Laporte n'a pas été capable non plus de l'aider sans critiquer Laporte. Je veux dire, Laporte n'a pas eu les capacités pour l'aider assez, parce que les deux, c'est des extraterrestres. Pour moi, oui, Van Aert était juste plus limité, et il a pas réussi à suivre le train. Il a subi les événements. Ils ont jamais été offensifs, les Jumbo, pendant sur ce Tour des Flandres. Ils étaient en tout cas bien placés à chaque fois. Ils étaient bien placés, mais ils ont pas pris la course en main. Ils n'ont pas pris le tempo du peloton en main. Ils avaient Van Hooijdonk devant pourtant, donc en soi c'était le scénario semblait parfait. Et, il a servi à rien, Van Hooijdonk. Mais il a servi à rien. Oui, attends. Il a servi à rien du tout. Parce que combien de temps il met à se décrocher à un moment où il est dans la plaine? J'ai lu un article hier où en fait Van Aert aurait informé Van Hooijdonk de pas se relever. Ah oui, bon, ça explique Ouais, quelque chose, parce que je me dis, et ils vont attendre combien de temps? Donc ils veulent aller gagner la course, ou d'ailleurs, quand en live, il y a Jackie qui dit tout de suite, bah tiens, Van Hooijdonk va se relever tout de suite, et il se relève pas. Donc tout le monde se dit, mais pourquoi il se relève pas? Et en fait, apparemment, la radio aurait bien fonctionné. C'est un article que j'ai lu. D'ailleurs, c'est Renaud Bréban, je crois, qui a il a fait toute l'émission. Il me semble que c'est lui qui a partagé hier soir cette interview.
où Van Hooijdonk dit, c'est Wood qui a dit dans la radio de ne pas m'attendre. Ah. Donc il l'attend quand même un petit peu à la fin en bas du vieux Quarmont, parce que de toute façon je pense que Van Hooijdonk se sait lâcher dans le vieux Quarmont, donc il se dit bon, il veut pas que je l'attende, mais je vais quand même, voilà, on va dire pour faire dans les règles. Et de toute façon Van Hooijdonk, on savait bien que dans le vieux Quarmont il allait pas beaucoup lui servir. Après voilà, ça veut dire que Van Aert a vu de lui-même qu'il était moins fort. On peut aussi voilà, on dire que je défends tout le temps Van Aert, mais on peut aussi relever un peu le truc. Voilà, le gars est là pour gagner, mais il se voit battu. Il a quand même le courage de dire à son équipier ne m'attends pas, fais ta course entre guillemets, parce que voilà, je suis pas dedans aujourd'hui, quoi. C'est encore un échec, James. Est-ce que c'est vécu comme un gros échec pour Van Aert? Parce que c'est vrai, quand on tombe sur Pogačar et Van der Poel, on a le droit de perdre quand même. Enfin, je veux dire, ça reste, je dis pas normal, mais c'est largement possible. Bah oui, bien sûr. Voilà, en fait ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est tout simplement la chronique d'une défaite annoncée. Quand déjà le 3, vous êtes le moins fort des 3, ça se voit, hein, dans les monts il est limite, mais grâce à sa pointe de vitesse il arrive à battre les 3. On a déjà compris déjà un peu le rapport des forces, hein, le rapport de force. Ouais. Et ce qui me faisait peur avant ce Tour des Flandres, c'était un peu cette ultra domination. Oui, il se balade, hein, clairement Gant-Wevelgem il se balade, mais c'est comme le PSG en Ligue 1, il se balade, enfin pas cette année, apparemment ils sont encore capables de perdre le titre. Oui. Mais non, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, tout est facile. Eh bien, des courses comme Gant-Wevelgem, l'Omloop et tout ça, c'est la Ligue 1, malgré que ce soit déjà très difficile, c'est la Ligue 1 pour eux, ils se baladent, collectivement ils sont au-dessus. Quand VDP et Poggi sont pas là, le reste, ça compte pas, hein, c'est des Dijon, c'est des Angers, etc. Et là, c'est la Ligue des Champions. Et donc on a tout le gratin, on a VDP, et on a Poggi, donc on a le Bayern, on a le Real à la table, et c'est plus la même histoire. Et donc du coup, on a la pression qui est décuplée. En plus, les médias belges en remettent évidemment des pâtes à caisse. Ouais. Et là où ils avaient été parfaits tactiquement sur les dernières courses, sur ce Tour des Flandres, ils font des mauvais choix. Van Hooijdonk, c'était clairement pas le pion à mettre devant. Si on met un Laporte dans ce groupe-là, l'histoire est complètement différente. On a ou Benoît. Voilà, il manquait. C'était pas le bon larron, malheureusement, pour Wout. Pas de chance non plus, il est victime d'une chute et donc une petite gêne au genou. Voilà, tout ça mis bout à bout, on en arrive à cette conclusion que finalement, c'était pas possible au final pour lui de gagner. Il était en dessous des 3, mais son équipe n'a pas été non plus 100% dans le coup tactiquement. Voilà, c'est la Ligue des Champions, hein, et c'est pas la même chose que la Ligue 1, hein, et le PSG peut en dire autant. N'est pas l'US Saint-Gilloise qui veut, en tout cas, hein, c'est sûr. Exactement, belle référence. Tu connais bien la Jupiler League. Je connais mes classiques, en tout cas. Ouais. Il y a Geoffrey dans le chat, c'est intéressant, qui parlait de cette chute, voilà, dire de ne pas la minimiser, hein, bien sûr, parce que même si c'est très rapide, hein, c'est pas très toujours rude, mais en tout cas. Il y a un impact, hein, et vous le traînez sur 200 bornes. Voilà, quand on lit des déclarations, voilà, il avait compris, hein, en disant donc ne m'attends pas, fais ta course, gamin. Voilà, et la porte qui suit un mouvement de Poggi. Et là, je me suis dit, là aussi, c'était très bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, là, on a compris qu'il y avait un truc qui clochait et que voilà, ça allait se voir après. Et quand on était en plein final, oui, il n'a pas su suivre. C'était chronique d'une défaite annoncée, hein, tout simplement. Et une de plus, malheureusement, sur ce Tour des Flandres qui se refuse désespérément à lui, quoi. C'est vraiment pas de bol. Mais là, en Belgique, il se fait correctement bien lyncher. Oui, wow, t'es devenu un petit coureur. Hein, c'est incroyable. Non, mais c'est le taux d'ineptie là qu'on lit dans la presse là depuis 2 jours, c'est hallucinant. On se fait plaisir. Hein, c'est devenu un petit coureur. Il a un problème avec les courses de plus de 250 km, etc. Non, mais c'est un festival. C'est vrai qu'en fait, j'avais lu un débat aussi là-dessus. À partir de 150 bornes, il n'y arrive plus Wout van Aert, et on avait noté tout Milan-San Remo, les championnats du monde, etc. Toutes les courses où il a pas réussi à gagner, en effet. Il a pas gagné déjà Milan-San Remo? Je suis pas au fait du palmarès. Non, mais c'était quelqu'un d'autre. C'était son frère. Tim Van Aert. Je voulais noter Latib qui est dans le chat qui dit même Laporte qui jump sur Poggi et roule avec, c'était extraordinaire. Anthony,
Heureusement, tu arrives à temps pour voir ce magnifique moment. Alors moi, je me suis dit, ok, la porte y va pour rester dans les roues de Poggi pour le faire chier. Du coup, comme ça, il va arrêter de rouler et ça va permettre à Van Aert derrière d'être tranquille et tout. Et en fait, il roule avec et je me dis, mais pourquoi? Je n'ai pas compris du tout ce qui se passait parce que du coup, Poggi était tranquille. Bah là, il a gardé un petit peu d'influx là. C'était magnifique. Non, je pense que comme l'a dit James, dès ce moment-là, Van Aert avait déjà dû donner des informations en disant À qu'il la porte, n'était fais pas ta au mieux course, ouais. Voilà. et qu'il ne le sentait pas. Et quand tu le sens pas, tu vas pas freiner et bloquer un peu tes équipiers pour qu'ils t'aident si tu sens que t'es pas bien. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir ce week-end. Alors, je me répète toutes les semaines Oui, parce que toutes les mais semaines, j'attends. Mais oui, mais on va en parler de ce Paris-Roubaix. Mais comme l'a dit le Steve en discussion, il va faire fermer des GU, je vais pas dire le mot parce que je veux pas qu'on ait des problèmes, mais on a déjà eu pas mal. Je pense que ce week-end, il va faire fermer des bouches. Ouais, justement, on aura le temps de parler de ce Paris-Roubaix un peu plus tard. Je continue en lisant un petit peu ce qui est dit dans le chat avec la chute de Massier-Jouc là, qui a fait bowling strike dans le peloton. Ça aussi, hein, on peut le noter parmi les faits de course, phénoménal. Alors là, il a failli emmener tout le peloton avec lui. Je crois qu'on avait tweeté, on a envoyé des gens en prison pour moins que ça. Comme ça. Parce qu'on est toujours dans la mesure. Oui, bah nous, on n'abuse jamais. Donc voilà ce qu'on avait noté pour les faits de course. Bon, on a fait les 3 fantastiques, mais il y avait quand même un autre mec sur le podium, outre Pogacar et Van Der Poel, c'est Mats Pedersen. On peut parler de la course des autres, on va dire, celle de Kung, Asgreen, Powless, Jorgensen, notamment. Des satisfactions de cette journée. Rémi, qu'est-ce qui t'a plu, toi? C'est plutôt la course de Pedersen, ce bœuf là franchement c'est incroyable de le voir, il arrive tête dans le guidon et puis plus rien n'existe autour. Exactement. Ouais. Moi je suis très très content, c'est un coureur que j'aime beaucoup, qui a été beaucoup décrié après son titre champion du monde parce qu'il a mis un peu de temps à confirmer. Et là, depuis l'année dernière, il est vraiment en train de revenir à son niveau et ça devient un monstre. Sur quasiment toutes les courses, il est présent. Sur les courses d'un jour, il est souvent là. Alors, il gagne pas toujours et tout. Il gagne sur les grands tours. Et puis, ce qu'il fait dimanche, c'est il fait la bonne course. Il est dans le bon coup. C'est lui qui anticipe en plus. C'est lui qui permet de faire ce gros groupe. Derrière, c'est lui le dernier qui résiste à Pogacar. En s'isolant, enfin, il court très bien. Voilà. Après, il se fait rattraper par Pogacar et Van Der Poel. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui se seraient arrivées, donc il n'y a rien d'infamant à dire. Non, c'est vraiment redevenu, ou devenu, je ne sais pas comment on peut le dire, mais un des meilleurs coureurs du peloton, et il tente en plus, il y a du panache et tout, donc il est... Très belle course. Ouais, Asgreen qui fait une belle course aussi, qui est dans le top 10, qui joue la place sur le podium au sprint. Kung qui est là, Powless, première participation 5e, ça aussi c'est beau, un coureur notamment, on l'a vu sur les classements généraux en montagne, il fait tout ce petit coureur comme Jorgensen. James, toi, il y a quelque chose qui t'a plu parmi tout ça, avant qu'on passe aux déceptions, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Mais tout le monde en fait. C'est ce groupe-là qui m'a plu. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une situation avec 3 gars au-dessus du lot, la concurrence finalement a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire créer un groupe de costauds, vraiment de très costauds, parce que là franchement Asgreen, Kung, c'est du lourd, Jorgensen, etc. On crée un groupe ensemble, une bonne dizaine de gars hyper costauds, on essaye de loin, d'anticiper, on tente quelque chose, mais au moins ils ont essayé quelque chose. Parce qu'à la régulière, s'ils s'étaient contentés de suivre, ils auraient pris une prune comme Pidcock l'a fait. Parce que Pidcock, sa stratégie de dire... voilà, je vais me taire sur Pidcock parce que pour moi, ce sera déjà ma déception, mais de loin, Pidcock sur ce Tour des Flandres. Mais voilà, ce groupe-là, moi, en fait, c'est mon coup de cœur de la journée, puisque voilà, on a tenté, ça aurait peut-être pu passer, avec peut-être encore un petit peu plus d'avance, qui sait, avec un gars ou deux en plus, ou d'autres gars. Donc c'était bien vu, ça n'a pas fonctionné, mais bravo à eux. Anthony je rejoins carrément James. Ils ont tenté. De toute façon, fallait qu'ils tentent, comme a dit James. Hein. Et non, Pedersen, c'est celui qui résiste le dernier, et c'est celui aussi qui trouve les ressources pour revenir sprinter à la fin et venir chercher la boîte. Donc grand coup de chapeau à lui. De toute façon, il fallait qu'ils devancent. Ils ont fait la course il y avait la course dans la course en fait. Hein. Ils savaient que derrière il y avait les 3.
qui allait déclencher à un moment ou à un autre. Mm. James l'a très bien dit. S'ils avaient attendu, ils se seraient fait sauter le caisson dans un mont et ils seraient battus derrière. Pourquoi pas tenter devant? On ne sait pas comment derrière ça aurait réagi. Bon là, Ça derrière, permet d'avoir ils- une place ils- sur, de se battre pour une place sur le voilà, podium. derrière, ils ont pris leurs responsabilités, ils se sont attaqués, ils ont fait la course, ils sont revenus assez facilement sur ce groupe de 10. Mais non, c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. En plus, ça nous a mis un petit peu en haleine parce que du coup, ça a lancé. Enfin, bon, moi, j'avais pas trop de doutes. Sur la fin, je me suis dit de toute façon, l'enchaînement des monts à la fin va faire que ça se fera à la jambe et qu'ils reviendront. J'étais quasiment sûr. Mhm. Mais ça a mis un petit peu de piment quand même. Cette échappée qui monte à 3 minutes avec des mecs costauds dedans. Ça a été non, je pense qu'ils ont bien fait. Ils ont bien fait en tout cas. Moi, Au final, il y a podium, hein, donc Ouais, la Oui, course en est plus, au tout à bout, fait. hein. Il y a podium, bien sûr. Et je me suis vraiment posé la question à un moment, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai tweeté aussi, en me disant 3 minutes, reprendre 3 minutes à Kung et Pedersen, c'est quand même fou quand même, parce que c'est pas des coureurs, c'est pas Ouais, n'importe qui. Mais bon, après, t'es sur des monts pavés, Oui, t'as mais bien vu que c'est des choses qui sont différentes que de la route. D'ailleurs, on voit quand même que Pogacar est très fort, mais sur le pavé, il y a des moments où tu le vois, t'as vu Van Der Poel quand il déraille, t'as vu comment ça remonte sur le pavé, il y a ce coup de pédale qui est un petit peu différent quand même. T'as ce coup de pédale qui se rapproche quand même du cyclocross, ou comme je dis parfois, faut pas appuyer comme un âne sur les pédales, parce que ça glisse, c'est pas le même coup de pédale. Et donc, j'avais pas spécialement de doute, parce que je me suis dit, cet enchaînement de monts sur la fin, avec du pavé, ça aurait été une course, on va dire, plus traditionnelle, avec sur de la vraie route. Oui, il y aurait, je pense, eu plus d'inquiétude avec des Pedersen et des Kung devant. Là, les monts pavés, c'est quand même quelque chose de spécifique. Il faut quand même trouver ce coup de pédale et trouver cette trajectoire. Donc, j'avais quand même moins de doute pour eux trois. Alors, j'ai noté aussi dans les satisfactions, je parle du côté des Français, Cosnefroy, même si Oui. il était dans cette échappée, il a lâché 16e place. C'est quand même très bien pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du pavé, qui a dit je ne peux pas lutter sur les pavés. On a eu un Turgis malchanceux qui doit terminer aussi autour des 20. Voilà, pour les déceptions, du côté du Français Alaphilippe, encore une fois, mais on va pas retaper malheureusement sur Alaphilippe. En ce moment, il n'est pas très très bien, ni très bien placé. J'avais noté Pidcock évidemment, qui finit avec Alaphilippe d'ailleurs. Dans cette course, on l'a vu avec les trois, on s'est dit ça y est, ça va être le mec qui va pouvoir faire la différence. Enfin, en tout cas, qui va pouvoir mettre son grain de sel dedans. Et puis il a sauté, mais complètement. Il finit 51e. C'est pas il a lâché de toute façon après. Il a lâché. Mais de toute façon, déjà catastrophe. Au moment de l'accélération de Pogacar, tu vois comment il lâche Sheffield et Pidcock derrière est incapable de suivre. Non mais Sheffield aussi pareil. Enfin, tu sens que les mecs n'iront pas jouer la gagne. Ouais, Ineos, moi je suis très déçu parce que je trouvais qu'ils avaient une belle équipe quand même. Magnus Sheffield, pour l'avoir vu sur Tirreno, il était vraiment bien et tout. Et Turner aussi, c'est un très bon coureur. Enfin bref. Narvaez qui fait le meilleur résultat, qui fait un bon résultat. 20, D'ailleurs, je crois. très surpris de le voir sauter aussi parce qu'il a déjà fait un top 10 sur le Tour des Flandres. Bref, voilà. Donc. Pour les déceptions, la DSM, j'avais noté aussi. Si vous n'en avez pas d'autres, les gars, non DSM pour l'ensemble de son œuvre, mais d'autres déceptions, non. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. C'est dur le Tour des Flandres, on peut pas non plus taper sur les coureurs qui en ont bien chié. Qui finit dernier officiellement qui finit dernier, je sais pas. Alors là, tu peux aller. Dan Maclay. Ah, c'est Dan Maclay. Bon, franchement, en tout cas, c'est le dernier à avoir fini. Officiel, ouais. D'ailleurs, garde la parole, James, avant qu'on passe à autre chose, sur les filles, parce que voilà, Wout van Aert n'arrive pas à gagner le Tour des Flandres, mais bon, il y a quelqu'un qui gagne 2 fois de suite le Tour des Flandres chez vous, avec le Tecopeki, c'est quand même pas mal. En plus, elle a l'impression qu'elle est seule au monde en ce moment. Elle surfe sur sa bonne dynamique, elle est incroyable. T'as tout dit. Okay. Au-dessus du lot. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est au-dessus. Elle sera l'ultra favorite pour Roubaix. Je vois pas, si tout se passe bien, qui sincèrement pourrait venir contrecarrer ses plans, à part son équipe. Peut-être, à part son équipe. Je vois pas quelqu'un en mesure de venir la chatouiller sur du pavé. Elle est puissante, elle est rapide au sprint, donc elle peut très bien s'amuser avec 4-5 coureuses. Ici au Tour des Flandres, elle a fait ce qu'elle voulait pas arriver avec Persico, elle s'est dit je prends pas le risque, je la décramponne dans le Quarmont, je lui mets une misère et c'est terminé, fin de l'histoire. Elle est au-dessus, elle est au sommet de son art, c'est cool, c'est bien pour elle.
qui finit donc première devant sa coéquipière Demi Vollering et Elisa Longo-Borghini. Juliette Labous fait 6e, c'est vraiment pas mal pour sa deuxième partie. Toujours la meilleure carte de DSM. Ouais, non, mais ça c'est hommes clair. et femmes confondus. Oui, bien sûr. Non, mais elle était très bien. Très bien. Shirin Von Androy aussi dans le top 10, elle qui a remporté le trophée Alfredo Binda, qui est en train de monter là. La fille du cyclocross, pour une fois que je peux citer quelqu'un qu'Anthony connaît dans les filles, ça va. Je connais le Tekopeki aussi. C'est et bon. Persico. Et Persico, c'est vrai. Effectivement. C'est vrai, Persico fait aussi du cyclocross. En effet, voilà, je voulais donner quelques petits mots sur les filles, donc avec Lotte Kopecky qui va remporter Paris-Roubaix ce week-end a priori. Bon, on va parler de toute autre chose parce qu'il n'y a pas que des pavés. Dans le vélo, il y a aussi, vous allez voir, plein d'autres choses. On attaque pas. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit. Alors, vous étiez pas là, les gars, la semaine dernière, mais j'ai changé un peu. Je vais vous donner des petits trucs et vous me dites sur quoi vous attaquez exactement. Alors, j'ai donc Audrey Cordon-Rago qui démissionne de ZAF Cycling avec Lucie Journier, les deux Françaises qui ont décidé de quitter le navire pas payé depuis le début de l'année. Caden Groves qui remporte la Volta Limbourg. Ça aussi, il nous a fait une Philipsen, entre guillemets. Il était très fort. Oscar Sevilla, 46 ans, qui remporte la Vuelta Bantrab. Ça, c'est de la bonne information. Et attention, parce qu'on aime les quarantenaires ici, Valverde qui sort de sa retraite pour aller dans une équipe de gravel de la Movistar. Voilà donc les informations. Rémi, tu as la priorité sur l'attaque. C'est toi qui en place une en premier. Moi, j'attaque sur Cordon, Rago et Fournier pour la ZAF. Journier, pardon. Parce que c'est quand même... c'est évidemment pour elle. C'est vraiment... Au-delà du fait que c'est toujours triste de ne pas être payé depuis le début de l'année pendant plusieurs mois et de devoir démissionner, enfin devoir se barrer pour ça, Audrey Cordon-Rago, ça fait quand même 2 fois en quelques mois. Ça fait quand même beaucoup. C'est dur de passer de la Trek comme ça, une grosse structure féminine, au projet BNB qui finalement fait flop. Tu retrouves un strapontin, tu te dis ça va, puis finalement en fait c'est la même merde. Ouais. Psychologiquement, ça doit être compliqué. Et surtout, elle va louper Paris-Roubaix alors qu'elle était invitée avec ZAF. Donc, c'est vraiment une grosse décision. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a eu des contacts, a priori, selon une interview dans le journal L'Équipe, des contacts avec des équipes, notamment World Tour, pour voir pourquoi pas continuer cette saison. Surtout qu'elle est championne de France, quand même. C'est pas mal d'avoir ce maillot bleu-blanc-rouge. Et pour disputer le Tour de France. Et ça aussi, c'est important avec ce maillot tricolore. James, tu attaques sur quoi là-dedans? Je peux prendre Caden Groves, c'est près de chez moi, c'est pas... Voilà, Oscar Sevilla me parle pas beaucoup, désolé. Ça c'est bien dommage, on l'adore. Écoutez, super, il est en train de montrer que c'est pas juste un gars hyper rapide au sprint. Quand on s'est gagné la Volta Limburg Classic, c'est qu'on en a vraiment sous le pied, c'est une course de côte, de petite côtelette, mais... peut-être qu'à terme, ce garçon, un Amstel Gold Race, c'est peut-être pas forcément inabordable. Franchement, impressionnant. Franchement, je l'imaginais pas capable de faire un tel numéro dans des conditions apparemment dantesques. Bon, faut dire que le niveau n'était peut-être pas non plus très élevé. Certes, il faut toujours un peu relativiser. Mais Maxime Van Gils, c'est quand même quelqu'un qui passe bien les bosses. Pascal Ecor n'est pas non plus un inconnu. Enfin bref, sans vouloir enlever du crédit à sa victoire, chapeau. Donc, c'est assez intéressant de voir ce Caden Groves qui revit là depuis 2 semaines. C'est vraiment l'homme en forme. Et si ce garçon, je sais pas si on a des projets de le mettre sur l'Amstel Gold Race, je sais pas du tout. Franchement, ce serait un méchant outsider. Je l'amènerai pas dans la dernière ligne droite, moi. Ouais, ça lui a fait du bien le Tour de Catalogne de passer des bosses comme ça et tout. Ça lui a permis de remporter cette Volta Limbourg qui est toujours intéressante à voir. Mais le problème, c'est que il y a autre chose en face. Voilà, c'est ça le problème. Anthony, est-ce que tu attaques sur quelque chose là? Est-ce que tu veux parler des vieux ou alors on passe à la suite? Oscar Sevilla, j'attends de regarder, mais c'est le même mec qui faisait du vélo à la Calmé à l'époque. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis, c'est le même. Ouais. C'est pas un homonyme, c'est Oscar Sevilla, 46 ans, qui remporte cette Vuelta Bantrap devant Miguel Ángel López. Lui, il a connu le Duras 9 vitesses et tout, limite les poignées au cadre, et maintenant il a des vélos électriques et tout. Non, je vais pas attaquer là-dessus. Par contre, je suis content de voir que gravel avec Valverde. Que Valverde fasse du gravel. Par contre, qu'il fasse gaffe, on peut vite s'en mettre une, et puis du coup,
Ah, Je après, saute ça pas, fait bien mal. évidemment, On mais se casse attention les aux côtes. Attention, ce que je veux dire. Après, on se casse les côtes et on se fait mal aux doigts. Ok, donc c'était pour cette partie. On a enlevé les pavés, on est venu sur la route. Bon, allez, on repart sur les pavés, puisqu'on va parler maintenant, évidemment, de Paris-Roubaix. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Paris-Roubaix, donc on va en parler dans le sprint final avec cette question. Cette question où il va falloir trancher, oui ou non. Le Tour des Flandres est-il devenu le plus excitant que Paris-Roubaix aujourd'hui? Plus sexy? Très vite, Rémi, oui ou non? L'année dernière, oui, mais sinon, pas forcément. Ok. James, oui ou non? Question Ah, pour aucun intérêt. oui ou non? Tu peux pas. Tu peux pas ne passer à côté. Non. Non. Anthony? Non. Ah. Donc j'ai que du non là, on est d'accord? Ouais. Que du non. J'avais un mitigé à Rémi. Oui, Pourquoi? je suis un peu nuancé. En fait, quand tu regardes par exemple 2021, t'as un Paris-Roubaix qui est complètement fou. La victoire de Colbrelli, Van der Poel qui est battu par Vermeersch au sprint, l'échappée de Moscone qui tombe alors qu'il est devant. Enfin, il y a une course qui est complètement folle. Les conditions étaient dantesques. Enfin, c'était des vrais gladiateurs. Et alors, le placement de la course, c'était au mois d'octobre, on s'en rappelle, en 2021 encore, avait certainement joué. Mais voilà, et puis même l'année dernière, tu as quand même un scénario un petit peu dingue avec la Jumbo et Van Aert qui il arrive moult péripéties. Ouais, bien sûr. Et puis belle victoire de Van Baarle. Donc non, c'est plus spectaculaire, je pense, le Tour des Flandres, c'est mon avis, hein, parce qu'il y a des monts. Et à partir de là, ça fait évidemment, on voit plus la différence que Paris-Roubaix. Étant donné que c'est tout plat, on voit pas forcément la difficulté entre guillemets. Et ça se fait vraiment à la pédale, au sens à la puissance et au placement. Donc ça se voit peut-être un peu moins. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette notion de spectaculaire en peut-être un petit peu moins par rapport aux rondes. Anthony, avec cette présence de Pogacar, Van Aert, Van der Poel sur la Tour des Flandres, non, c'était toujours Paris-Roubaix dans ton cœur. Ouais, c'est sûrement un peu chauvin, peut-être, mais, Non, mais après, non, j'aime beaucoup le Tour des Flandres et il y a eu des plans, enfin, il y avait un monde de fous, je sais pas, j'arrive pas, mais il y avait des plans ce week-end caméra avec des foules dans les monts, c'était impressionnant. Moi, d'un moment, je regardais que ça, je disais, mais regardez le monde qu'il y a, c'est la folie. Après, moi, on connaît ce que peut être le public belge. Mais non, ouais, Roubaix reste Roubaix et je sais pas, oui, c'est moins impressionnant pour les gens peut-être à l'image parce que, comme a dit Rémi, il y a les monts en Belgique, mais je crois que Roubaix c'est l'enchaînement de ces secteurs pavés qu'on connaît maintenant. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à expliquer en fait, mais Roubaix pour moi ça restera la plus belle course au monde et comme quand les conditions sont mauvaises. C'est magnifique parce que tu les vois dans des états pas possibles. Et puis il y a aussi cette chose à Roubaix aussi qui met un petit peu de piment, moi, qui m'excite beaucoup. C'est tous ces avancées au niveau de la mécanique. Alors maintenant, ça un peu moins, mais on a vu des choses folles les années d'avant avec des vélos avec des fourches, des vélos. Voilà, on tentait des choses. Ça met du piment. Là maintenant, c'est en train de se mettre un petit peu. Ça se ressemble un peu, mais on a quand même des gens qui essayent des choses. Mais on sort quand même un matériel qui est spécifique ce jour-là. Ça peut faire la différence. Donc c'est toutes ces petites choses mis bout à bout. Le facteur chance aussi qui rentre. Alors il est lié aussi sur le ronde, d'accord, mais le facteur chance il va être énorme sur un Roubaix parce que on sait, il faut que tout soit aligné. Mais non, pour moi, Roubaix reste Roubaix et c'est pour moi la plus belle course. Alors, on a un Belge parmi nous, James, qui a pourtant dit non, parce que je dis ça en côté sexy, c'est parce que c'est un feu d'artifice, le Tour des Flandres, on n'attendait que ça. Et Paris-Roubaix, j'ai envie de dire, c'est un peu plus, c'est une course d'hommes, c'est un peu plus aléatoire, on va dire. Là, on va faire la preview juste après, mais alors moi, j'ai aucune idée de savoir qui est le favori de cette course, par exemple. Mais James, non, ça reste, c'est différent, c'est ça? 50-50. Les deux courses ont leur charme. Anthony a tout énuméré pour Paris-Roubaix. Je rajouterai encore le caractère quand c'est sec de la poussière, quand on voit ces gros plans avec la poussière. Il n'y a que ça, il n'y a que sur cette course-là où on voit ça. Donc ça a quelque chose vraiment d'unique. Cette course, voilà, elle est telle qu'elle est, elle a un charme de fou. Et ce qui rend aussi la course magique à Roubaix, c'est que peu importe votre position au classement, que vous faites premier ou 94e,
chaque coureur aura T'as une fini histoire. Roubaix. T'as fini Roubaix. Il y a toujours ce sentiment de fierté de finir Roubaix, qui était peut-être un petit peu moins prononcé sur un Tour des Flandres. Roubaix, les coureurs sont déjà presque contents de la finir et ils ont tous une histoire à raconter sur leur journée. Donc par rapport au Tour des Flandres, ça, il y a peut-être un peu moins. Mais alors, le Tour des Flandres a un charme à part, avec ses monts pavés, cette foule, cette répétition de petits sprints que vous faites et qui vous expose à la fin sur le 21e mont pavé où vous prenez une misère. Ce qui s'est passé d'ailleurs dimanche, hein, c'est la répétition, c'est cette nervosité aussi caractéristique au Tour des Flandres. On a vraiment eu un Tour des Flandres vraiment classique et peut-être encore plus exceptionnel avec les chutes, la nervosité, ça frotte sans arrêt pour se placer au pied d'un berg, c'est de la folie cette course. Voilà, elles sont dans la même période, mais moi je suis autant hypé par le Tour des Flandres que par un Paris-Roubaix. Le degré d'excitation est au même niveau. Alors j'en ai profité pour poser cette question, c'est parce que je voyais pas quoi dire sur ce Paris-Roubaix 2023. Voilà, je vais pas vous mentir, parce que j'ai noté une question. Est-ce que ça va être encore Van Der Poel face à Van Aert, Rémi? Mais je sais pas. Est-ce que pour toi ça va être Van Der Poel face à Van Aert encore ce Paris-Roubaix, pardon? Bah, je sais pas. J'ai pas. Franchement, c'est je suis un peu difficile à dire. perdu Dans quel état est Van Aert? Dans quel état est Van Barle? Ouais, parce Van qu'on Barle rappelle qui va que revenir, Van Barle forfait n'a pour pas fait le Tour des Flandres, mais sera là sur Paris-Roubaix normalement. Ça reste le tenant du titre. Alors, j'entends bien, hein, le leader incontestable, c'est Van Aert, mais avec deux lieutenants comme Van Barle Laporte plus son ombre Van Hooijdonk, c'est plus la même histoire. À voir si la Jumbo sera peut-être un peu plus offensive sur ce Tour des Flandres. Après, Van Der Poel, il sera là, on le sait. De toute façon, il est tout le temps là. Et puis, comme c'est Paris-Roubaix, il peut tout arriver. Hein. L'échappée du jour peut aller au bout. Il y a qu'à voir l'étape des pavés du Tour de France. C'est pas comparable, mais l'étape des pavés du Tour de France, c'est les dernières. L'échappée était allée au bout. Alors que derrière, c'était le bordel c'était un bordel sans nom. Et ça peut très bien arriver là sur ce Paris-Roubaix. Franchement, je n'ai aucune idée de ce qui peut arriver. Je suis incapable de dire qui peut sortir la tête de l'eau. Bah, en tout cas, j'ai une question. Van Aert a plus de chance sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. On le disait un petit peu en préambule lors de la première partie. Anthony, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? En plus, même Van Der Poel a dit Paris-Roubaix, ça me réussit un peu moins, mais bon, avec la forme, pourquoi pas et tout. Mais moi, j'ai l'impression que les failles qu'on a vues de Van Aert, j'ai vu aussi les forces au moment de rouler, etc. Et on le sent quand même assez costaud. Sur Roubaix, on l'a dit, il n'y a pas de côte, c'est plat, enfin c'est quand même plutôt plat. On voit bien de toute façon qu'à Van Aert, c'est les reins. Clairement, quand il tire sur les reins, on voyait cette force qu'il a. Et sur du pavé plat, c'est cette force-là qu'il faut utiliser au maximum. Donc oui, sur le papier, on va plutôt mettre un Van Aert. D'ailleurs, enfin, je l'avais même dit quand même dans les podcasts avant que pour moi, il y avait le Ronde et Roubaix, mais qu'on le voyait plus sur Roubaix. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre coureur, moi, sur Roubaix, qui pourrait venir un petit peu se mêler à la bagarre. C'est quelqu'un qu'on a vu sur Milan-San Remo en fin de course, qu'on n'attendait pas spécialement. Un coureur de la Ineos. Ouais, justement, dans le chat, on a sorti Ghana, en effet. Chef Wiggum, un Ghana qui a couru Milan-San Remo, qui depuis s'est fait un petit peu oublier, qui va avoir de la fraîcheur, parce qu'il n'a pas fait d'autres, je ne crois pas qu'il ait fait d'autres classiques. On l'a pas vu sur le 3, il n'était pas là. On l'a pas vu sur les Flandres, c'est sûr. Il a abandonné Gant Wevelgem, il l'a abandonné très vite. Ouais, voilà. Est-ce que je l'ai vu? C'est Bruges de Panne ou le 3 que je l'ai vu? Je sais plus. Je mélange toutes. Mais il est venu sur une ou deux classiques, ouais. Mais attention à un Ghana. Ouais, il a fait à travers la Flandre et Gand. Ah bah si, il était sur le 3, il avait fait 10 sur le 3. Mais il va avoir un peu plus de fraîcheur peut-être que les deux autres. Bon, après, tout à l'heure, vous parliez d'une course qui est différente du Tour des Flandres. Oui, sur Roubaix, on peut avoir une échappée quand même qui va plus loin, parce qu'il n'y a pas ces enchaînements de monts sur la fin. Et puis, il y a quand même... je pense que... je ne connais pas bien le pavé des Flandres, mais je pense que le pavé de Roubaix peut être plus mauvais et que le facteur chance, le facteur réussite va rentrer en compte. On se rappelle l'année dernière, il y avait de la casse, toujours de la casse de toute façon sur Roubaix. Mais voilà, il va falloir avoir ce facteur chance. Et puis si la Jumbo veut faire quelque chose, il va falloir qu'il soit très malin, enfin qu'il soit
plus malin que sur le rond en tout cas. Nico Cévello dans le chat dit après Van Aert il a une pression de fou sur Paris-Roubaix, s'il gagne pas il rate ses Flandriennes. James, est-ce que tu peux dire deux mots par rapport à ça? Non, mais pour la précision, les pavés flamands sont pas du tout les mêmes que ceux de Roubaix. Hein. Roubaix, on est dans un niveau encore beaucoup plus difficile. Pavés flamands, c'est pas non plus. Ce sont peut-être des secteurs 2-3 étoiles grand max, hein, pas plus. Hein, ça s'arrête là. Et pour rebondir sur la remarque de l'internaute, donc Nico en question, ah oui, là, en tout cas, la pancarte, en tout cas, la pression est à son maximum. Et c'est un peu la roulette, hein, cette course. Moi, je suis curieux de voir la composition de l'échappée matinale, en fait, et l'écart qu'on va donner. Et pour rebondir sur la remarque de l'internaute, donc Nico en question, ah oui, là, en tout cas, la pancarte, en tout cas, la pression est à son maximum. Et c'est un peu la roulette, hein, cette course. Moi, je suis curieux de voir la composition de l'échappée matinale, en fait, et l'écart qu'on va donner. Parce que je suis certain que ce qui s'est passé au Tour des Flandres, ça va donner des idées à d'autres gars, parce que la donne ne va pas changer d'un point de vue purement rapport de force. Les gens savent, il n'y a rien qui va changer. Van der Poel et Van Aert vont être au-dessus de tout le monde sur les pavés. Il y a peut-être Pedersen qui va pouvoir s'inviter à la fête en termes de pouvoir les suivre, et Ghana évidemment. Peut-être ces quatre-là qui sont d'un point de vue purement force les plus forts. Et les autres, s'ils sont pas cons, ils vont essayer la même chose, essayer de prendre une longueur d'avance. Et on a déjà vu par le passé, si on prend quelques longueurs d'avance, Johan van Sumeren en est le meilleur exemple. Voilà, c'est possible. Donc, moi, je suis curieux de voir cette échappée, comment elle va se former, si un jour elle se forme, parce que je me rappelle d'édition, ça a pris du temps. Moi, je suis curieux de savoir qui va figurer dedans. Je serais pas surpris de voir un Arnaud Delis, par exemple, dans l'échappée matinale. Et attention, pourquoi pas une surprise n'est pas impossible. Jonathan Milan qui m'a séduit aussi. Pourquoi pas créer... Enfin bref, il y a plein de pronostics possibles. Mais ça va dépendre aussi beaucoup de l'écart et de l'échappée matinale. Donc, on a vu Ghana. Donc ça, on a donné. Pedersen aussi dans les personnes à suivre. On a du Kung aussi, voilà. C'est un petit peu tout ça. On va voir en fait. C'est ça, c'est tellement aléatoire. On va voir ce qui va se passer, dimanche. Justement, on va finir là-dessus, puisque on va tout de suite passer au quiz. Alors le quiz du jour. Je vous ai concocté parce que oui, ce n'est pas Anthony Gola qui va faire le quiz, c'était un poisson d'avril évidemment. Jérémy Sakian n'est pas au Pérou. Alors plusieurs personnes ont cru qu'il était vraiment au Pérou. Hein. Voilà, donc il n'est pas au Pérou. Il est bien. De retour. Ceci dit, il n'est pas en France actuellement. Ouais, au départ, je voulais mettre sur le tweet, il tricote des bonnets au Pérou, mais je me suis dit c'était un petit peu obvious. Voilà. Merci pour la type qui donne Polite et Geoffrey qui donne Asgrim pour les favoris de dimanche. Je le note parce que on a repris un petit peu le live. Le quiz, j'aime beaucoup la carte Nils Polite. Ah, qui était très moi aussi. Moi aussi. Polite. Très bien. Et peut-être qu'on pourra le donner dans les paris. Allez, c'est parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Alors, c'est du grand n'importe quoi le quiz, parce que en fait, vous allez avoir le choix à chaque fois entre 3 possibilités. Par édition, donc sur les 10 dernières années, pas les 10 dernières éditions, les 10 dernières années. C'est un peu confus au départ, c'est normal. J'ai donc un Portugais avec moi, un Belge et un Français. Donc à chaque édition, vous allez pouvoir choisir entre me donner le nom du premier Français, le nombre de Belges dans le top 10, ou s'il y avait un Portugais au départ de Paris-Roubaix. Et oui, c'est vraiment le vrai truc. Du coup... C'est vrai. On va commencer avec l'édition 2022. Rémi Dos Santos, vous choisissez quoi ? Je vais choisir le premier Français. Le premier Français. Qui est le premier Français de ce Paris-Roubaix ? Adrien Petit. Adrien Petit. Si tu me donnes la place, je te donne 2 points. 6e. 6e, c'est une bonne réponse. James ? J'ai le droit de garder la même édition ou je dois changer automatiquement ? C'est la même édition, il y aura à chaque fois les 3 propositions. Je vais tourner pour que tout le monde puisse... Donc je garde cette édition 2022. Ouais. Tu as le choix entre est-ce qu'il y avait un Portugais au départ ou combien de Belges dans le top 10 ?
Je sais pas s'il y avait un portugais, j'ai quand même tenté les Belges, je vais essayer de les faire vite fait. Bah, tu lui donnes pas, hein, tu me donnes juste le nombre, hein, évidemment. Hein, j'ai juste besoin du nombre Bah, de Belges dans le top 10. c'est 4 ou 5, certainement. Ah, je vais dire 4, tant pis. Fuck it. Tant pis, eh ben, c'est une bonne réponse. Alors, il y avait Van Aert, De Vriend, et alors les deux autres. Attends, mais si tu me donnes les 4, je te donne un point supplémentaire. Hein, Ah bah oui, évidemment. c'est attends, c'est fabuleux. Van Aert, De Vriend, Non, ça ne va c'est pas sûr, sur parce Pro que De Cycling. Vriend, je me rappelle l'avoir eu au micro. Après, Alors, je te dis, attends, je te dis. Ouais, là, il faut y aller, sinon le quiz va durer 2 heures. Non, mais Van Aert de Vriend, c'est bon. Tu peux éventuellement en tenter 2 autres. C'est gratuit, mais. Je sais pas, Steven. Steven, c'est bon. Si Non. tu me donnes le 4e, je te donne le point supplémentaire. Bon, bah, alors un quick step, alors. Quick step. Putain. Non, Alors là, si tu le pas fais, c'est quick step. beau. Lampard était quand même mauvais. Lampard était mauvais quand même. Il a Bon, quand même pas fait tu 10. sais quoi, tu sais quoi, je te donne les 2 points parce que c'était Lampard. Et que tu viens de le noter. Je suis très gentil, mais c'était très fort. C'était très fort. Yves Lampard fait 10e. Bon, alors Mais non. Anthony. Bah, maintenant, t'as plus trop le Mais choix. il a fini à 40 minutes, c'est pas possible. Il a fini à 2,59. Un peu moins de 40 minutes. Ah ouais, d'accord, ok, bon. Donc, alors, portugais ou C'était pas loin, quoi. au départ de ce Paris-Roubaix 2022, Anthony, pour un point. Attends. Ah, mais t'as le choix, oui ou non. C'est pas Non. non plus, non. Eh, c'est 50-50 quand même. Ah hein, oui. c'est- Alors tu dis non ou tu dis oui? Oh, je dirais non. Eh bien, c'est Allez, une bonne oui, réponse. oui, Il n'y avait oui. pas de portugais au départ donc de cette édition 2022. Tiens, Anthony, Du coup, est-ce que tu peux les citer pour Tu- avoir un point de plus? tu prends la corde cette fois-ci. À ton tour de choisir entre les 3 propositions pour l'édition 2021. Il faut choisir quoi dans 2021 du coup? Ah, C'est un bah, portugais, entre, le nombre de Belges. le premier Ah, français, nombre de Belges dans le top 10 ou portugais. C'est Non, un en jeu français. C'est un jeu qui joue vite. Alors, qui est le premier français? En 2021? Oui. Ah, mais t'as bien fait de le prendre, alors, hein, du coup. Je oui. dirais, Moi- Laporte. Laporte, c'est une bonne réponse. Bravo. Shit, je l'avais aussi. 6e qui fait Et- Laporte. et- Donc, ça fait- C'est 2020 et de mars c'était quand alors l'année d'avant? J'en sais rien, je suis pas au courant de cette histoire. Donc, du coup, James, entre le portugais ou pas au départ ou le nombre de Non, Belges non, encore mais je vais garder mon cap. Je vais dire qu'il y a encore une fois eu 4 Belges dans le top Il y a 10. eu Comme quatre- ça m'a porté quatre chance Belges. une fois. Et peut-être que. Ah ben voilà, on a toujours. Donc je garde la question jusqu'au bout. 4 Belges sur chaque édition. Et ce sera très bien comme ça. 10 points. Et est-ce Voilà. que tu veux tenter les 4 sont. C'est pas facile. C'est Les pas quatre à la facile. suite. Les 4, Bah, c'est l'année Colbrelli. Donc Florian Vermeer, je fais Oui. 2. Ça, c'est sûr. Je me rappelle que Lampard a réglé le groupe là. 5e, tout est fait. Voilà, c'est pas mal. Et il y avait Van Aert dedans, mais alors 7e. le 4e, c'est Ah ouais, le 4e, c'est le plus dur. C'est le plus dur. 4e, j'ai pas. C'est un coureur de l'époque d'Israël Startup Nation, c'est Tom Van Ah, Asbrock. si c'est. Ah, ouais. C'est Ok, pas Van si Aert. c'était Israël, je l'avais, mais bon. Bon. Ok. pas Rémi, grave. c'est ton Ah, rayon, ok, là. c'est cool. Oui. Rayon. Alors, oui ou non, un départ d'un Portugais au départ de cette course? Il me semble que oui. Il te semble que oui. Ouais. En effet, il y avait bien un Portugais. Rui Oliveira. Rui Oliveira de Emirates. c'est C'était là, mais il évident. n'est pas le seul, puisqu'il y avait aussi André Carvalho de Cofidis. Ah, j'avais pas André Ah, de ouais, Cofidis, je mais te c'est vrai. donnerai Il pas est de- d'ailleurs sur la start list de 2023. James, à toi de Il commencer. faut le retenir. Je James. dois commencer. Ouais, tu commences cette fois-ci. Mais 2020, il n'y a pas eu. Non, 2019 du Donc, coup, pardon, excuse-moi. 19, c'est l'année. Ouais, non, je sais déjà. Bah, je vais prendre les Belges. Je vais garder les Belges. C'est l'année Gilbert. C'est l'année Donc, Gilbert. c'est l'année Gilbert, donc c'est lui qui a gagné. Il a gagné, il y avait Lampard sur le podium. Tout à Alors fait. après, putain, Lampard. Bah non, je veux dire, allez, je vais être cohérent. Il y en a eu 4, mais je vais me planter ce coup-ci. Mauvaise réponse. Il y en a Ah eu ouais. 3 en effet. Il y avait ouais. Seb Van Mark qui fait 4e et après le reste, il n'y a aucun Belge. On a été mauvais, quoi. Bon, pour une fois, ouais. Ouais, Du coup, on fait juste 1, 3 et 4 de la course, c'est vraiment nul, quoi. Anthony, c'est à ton. On va dire que c'est à toi. Vas-y. Je sais pas comment c'est dans l'ordre. J'aurais dû faire. Là, évidemment, c'est à l'arrache, hein, Pas grave, comme on s'en d'habitude. Moi je peux jouer où il y a un portugais ou le premier français? Ah ouais, tu peux jouer. Tu peux jouer. Tu peux Ouais, jouer c'est le l'un portugais. des deux. Ouais, tu peux jouer celui que tu veux. Ah, je vais faire Jérémy Dos Santos, je vais prendre le portugais. Alors, oui ou non? Et je vais dire que. Ah, mais c'est un. Non, mais- Arrête de réfléchir. Oui. Oui. Bah c'est non, voilà, parce que c'est sinon t'as le temps merde. de regarder tout Pro Cycling Stats, donc c'est bon, tu vas faire toute la liste. Du coup le français, Rémi,
pour le 2019. Qui est le premier Français? Florian Sénéchal. Florian Sénéchal, c'est une bonne réponse, Rémi. En Combien plus, je l'avais. Combien pour un petit point supplémentaire? 9e. C'est Cinq. 6e place. 6e Ah. pour. Ah, et en fait, c'est facile. C'est 4 ou 3 Belges. C'est toujours 6e pour le français. Exactement. Ah, c'est bon, c'est Eh, facile. Et oui Le ou non une Portugais, fois c'est sur plus deux. dur. Oui ou non une Ouais, fois ouais, sur deux. Le Portugal, c'est 50% de chance. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça m'a fait marrer de faire ça hier. 2018, Rémi, tu prends la main. Cette fois-ci. Je vais emmerder le Belge. Je vais dire Ah, les Belges. merde. Alors, combien? 3. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Il y en avait Ah, 4. Oh non, mais non, suis-je bête? Il y en avait 4, puisqu'il y a. Alors, il y a Bah oui, c'est logique, il y en avait 4, mec. Van Avermaet Ouais, non, je suis 4e, nul. Steven 5e, Van Mark 6e et 10e Jens de Busker. Oui, mais alors ça se joue pas à grand chose avec le 11e, hein, Oui, il me semble. il se bat au sprint avec Mike Tennyson. Voilà, c'est ça, tu vois. Bah, c'est pour ça, moi je me souvenais que Tennyson avait fini. Alors, James, là, soit tu viens de notre côté, côté français, soit tu es obligé de jouer portugais, là. Ah, je joue l'exotique, je vais jamais jouer à la carte du français. Est-ce qu'il y avait un portugais Bah au oui, départ? on est en 2018, on est d'accord? Ouais, est-ce qu'il y en T'as avait fait un le comptage des points? 2018. Ouais. 2018. En 2018. Arrêtez de Putain, réfléchir, mais cette quel question, c'est oui ou non? Bah non, c'est. Allez, bah oui, il doit bien en avoir un. Oui, il y chez en a Movistar. un. Il y en a un en 2018. Il y a Nelson Oliveira chez Movistar. Bonne bah réponse voilà, en plus. voilà. Voilà. Donc ça te fait un point. Voilà, il faut pas. Putain, c'est gratuit ça. Je finis le tour d'Anthony. Il a fini combien? Il a pas fini. Il a pas fini, évidemment. Je crois que j'ai noté. Parce que j'aurais tenté DNF à sa place. moi. Ouais, bah pour l'instant, il y en a aucun qui a pas fini, je crois. Enfin bref. J'ai pas le souvenir. Anthony, donc. Cambrioleurs chez moi. Attendez, j'ai des cambrioleurs qui viennent de rentrer. Ah bah alors c'est pour le barbecue. Un cambriolage en direct sur Twitch, on va Anthony, vraiment trop loin. est-ce qu'ils vont donner la réponse du premier français de ce Paris-Roubaix 2018? Paris-Roubaix 2018, le premier français. Oui. Sans regarder, dépêche-toi parce que on te Chez connaît. vous. Ah, Turgis. Turgis, c'est une mauvaise réponse. C'est Marc Sarrault C'est qui a mauvaise- fini C'est une mauvaise 26e. réponse. Allez, dégagez. Marc, ça. Ah ouais, c'est pas sympa. Donc pour l'instant, on est à quasiment la moitié. Et ça fait donc... je me suis loupé. Donc ça fait 4 points pour Rémi, 4 points pour James, 2 points pour Anto. Voilà donc pour les résultats. On passe à 2017. C'est donc Anthony qui va commencer pour 2017. Là, du coup, j'ai pas eu le temps d'allumer ma feuille, mon Pro Sexing Stat. Viens pas, on va te voir dans la caméra. Je vais dire les Belges. Les Belges, combien de Belges dans le top 10? En 2017, combien de Belges dans le top 10? Je vais dire 2. Ah non, il faut au moins tenter 3. C'est Ah 3, ouais. tout à fait. Trois ou quatre. Ah, voilà, et voilà. Van Avermaet, Ah oui, il écoute pas. C'est 3 ou Van 4 Avermaet, depuis le début. victoire de Van Avermaet, Steven fait 4e et Est-ce c'est qu'on a déjà Edward été Tuns, mauvais sur cette 8e. course? Franchement, Anthony, allez. C'est eux qui me disent ça. Du coup, Voilà, James, tu ça. prends quoi? On t'embête à chaque fois, tu prends quoi? Est-ce que tu reprends les Portugais ou tu tentes les Français? 2017, attendez. C'est Van Avermaet. Ah ouais, alors je sais qui c'est. Alors je prends le français parce C'est que c'est bon, ça. Démarre. C'est Démarre, bonne Ah, il est réponse, fort. bravo. Putain, je l'avais. Qui termine combien pour 2 points, tiens, vu que... Un 7, dimanche en enfer. 8. Ah non, merde, c'est 6 puisqu'il faut tenter 6. Ah, j'étais con. C'était 6. Merde. Désolé, c'était vraiment C'était 6. Putain, mais je C'est suis tout. con. Pardon. Et Rémi, donc on termine avec... Le Portugais Oui. tout à Oui, fait. Nelson. Alors, c'est oui, mais alors qui? Je sais pas, je le note pas. à Je chaque tente fois, Nelson parce que- Oliveira parce que Bah oui, peut-être que lui. Alors, qui le les fait Oliveira était trop Eh jeune à bien, l'époque. il y a Nelson Oliveira et il y a aussi Nuno Bico. Je sais Je pas sais du même tout pas ce qui qui c'est. est la Je- Movistar. Je sais pas du tout qui était cet homme. Ouais, Nuno Bico. Il y avait un autre Portugais à la Movistar. Tout à donc. fait. Ok, très bien. On enchaîne en 2016. Cette fois-ci, on va. Alors, j'ai tac tac. C'est James qui commence. Ah, ça, c'est un très mauvais souvenir pour moi parce que c'est l'année où Bonnen perd et fait perd contre Eyman. Ouais. Bah donc les Belges forcément et bah, c'est 3 ou 4. Je vais tenter 3. 3 3 Belges. Yeah. Et en 2016, Et ils oh. ne sont que 2 puisqu'il y a Tom Oh. Bonnen et Oh. Seb Van Mark qui fait 4e. Ah, très et mauvaise derrière, année. Ah bah, c'est un très mauvais souvenir. Très très mauvaise année. Il y avait Oliver Nassen et Martin Williams qui catastrophe, ont fait 12 et 13. Malheureusement, pas plus de Belges. J'ai Rémi, mal au cœur, genre là. Je prends le français. alors, qui est le premier français de cette édition 2016? C'est Adrien Petit. Quelle place pour Adrien Petit? 15e. Et non, il fait 10e. Mais Oh. tu passes en tête. Anthony, à toi. Donc, c'est les Portugais, je crois. T'as pas le choix. Alors, est-ce qu'il y avait les Portugais en 2016?
question. Coupure de courant. Il a- C'est les On cambrioleurs. t'entend plus, Anthony. T'as coupé le truc. Eh ouais, bah oui. Voilà. Merde, bah j'avais muté le micro. Voilà. Oui. Ah oui. Oui, c'est une bonne réponse. Alors, je sais que vous voulez savoir. Nelson sûr. Oliveira était là Ah oui, encore Bien une fois. sûr, mon Il y a Nelson. que Voilà. 3 points pour Anthony. On reprend depuis le début normalement. Rémi, tu reprends en 2015. Je vais prendre 2015. 2015, je vais prendre les Belges. Les Belges. Alors, combien de Belges dans le top 10 en 2015 Je dirais 4. 4, c'est une bonne Ah. réponse. Non, Non, je les aurais pas. Sans Ça sert à blague. rien. Podium pour Van Avermaet, J'ai- 6e Jens Keukeler, 7e Yves Lampaert et 9e Jens de Busquets. Ouais, j'aurais dit Van Avermaet, c'est tout. Voilà, Clairement. ok, très bien. Alors, ça te fait 1 point, t'es en tête. James, à toi. Français. Le français, ouais, par défaut. Alors, le français, mais qui? Attendez, hein, il y a déjà eu Petit, il y a déjà eu Desmar, on a déjà cité tout le monde. Sénéchal, il n'a pas un jour fait premier français? Non. Sénéchal, 17e, en effet, Sénéchal. Donc, tu marques ton point, mon cher James. Bravo. Et Anthony qui a buté au J'aurais Moi, pas j'ai eu toujours la sa place. question sur les Portugais, moi. Après, c'est toi qui commence. Alors, qui tu prends, du coup Enfin, tu dis quoi plutôt pour 2015? Non. 2015, eh bien, Non. c'est une mauvaise réponse parce que j'ai noté oui. Ah, je merde. cherche qui y avait. Est-ce qu'au moins il y en a. Parce que pour l'instant, ils finissent jamais, hein, les Portugais. Heureusement que j'ai pas fait. Oui, il fait trop finir froid. la course. J'ai un Portugais qui a fini Roubaix tout court. Oui, parce que j'avais commencé à faire ceux qui ont terminé, mais j'ai fait que des noms. Nelson Oliveira fait 61e à 7 minutes 50 cette année-là. Intéressant. Bravo. Anthony, tu peux commencer du coup. 2014, c'est l'avant-dernière édition que l'on fait. Les Belges. Les Belges. Combien de Belges dans le top 10 en 2014? 2. 2. Qui sont-ils? Oh, 2. Boonen. Nolan, c'est bon, 10e place. Je sais pas l'autre. Très bien, bah bravo. Ça te fait un beau point. Lampard. Non, c'est Seb Van Mark, donc qui a terminé 4e. Donc ça te fait un point. Marc. C'est à James maintenant pour la prochaine proposition. Donc soit les Portugais, soit les Français, sachant que tu as un point de retard sur Allez, Rémi pour l'instant. ouais, non, mais j'ai envie de prendre le portugais et je me dis, tiens, peut-être que Rui Costa a fait ça une fois dans sa vie quand même, non? Eh bien, il n'y avait pas de Portugais malheureusement dans cette Ah. édition. Au grand regret de tous les supporters, il n'y avait pas de Portugais Non. en 2014. Mais le Français, le premier Français, il y en avait des Français. Qui est-il? Le premier Français en 2014. 2014, c'est pas Sébastien Turgot? Ce n'est pas Sébastien Turgot, non, c'est une mauvaise réponse. Il fait 14e juste derrière Arnaud Desmar, qui est donc... Ah, vilain Alors, que je suis. nous sommes à la dernière édition. Il y a donc c'est- 7 points pour Rémi. 3, 4, 5... 6 points pour James et 4 points pour Anto. Bon, Anto, tu es hors course, mais tu vas quand même, tu vas quand même participer, évidemment. Mais on va dire que celui qui marque entre Rémi et James remporte donc ce quiz, sauf si il n'y a aucun des deux qui marque des points. Vous avez Il faut compris, que je c'est Rémi fasse qui le même gagne. résultat. Voilà, tout à fait. là, Sachant que forcément. celui qui commence, Je suis c'est chaud, James là. sur le dernier. James, c'est à toi. Là, je suis quasiment sûr de mon coup. Ah, Parce que je vois très bien que c'est Cancellara, Van Mark, Terpstra le podium. Donc lui je qui a sais le qui est podium. premier français. Je sais qui est premier français. C'était Damien Gaudin. c'est Damien Gaudin qui fait donc Ouais, pour le 5. qui fait 5e. Il était, Alors là, c'est était beau. avec le trio avec Terpstra, Van Avermaet et Gaudin. Qui sprint pour la 3e place. Et là, j'ai jamais compris pourquoi Terpstra Je avait peux plus gagné. te rajouter parce de que points là, Van c'est bon. Avermaet aurait- Enfin, bref, T'as eu 2 points, voilà James, l'histoire. bravo. Du coup, Rémi, Les Belges. Désolé. Bah, en même temps, j'ai tout dit. Hein. les Belges, D'accord. alors là, tout va jouer là-dessus. Combien de Belges? Si tu as la bonne réponse, tu remportes ce quiz. Si tu n'as pas le bon nombre de Belges, J'en ai cité 2. Hein. Il y en a 2. Il y a Van Mark et Van Avermaet, c'est tout. c'est tout. En effet. Bravo Rémi Santos qui remporte ce quiz. Et Anthony... ah non, on va faire mieux. Anthony ne répond pas. Parce que vous avez le même nombre de points parce que je vais accorder 2 points. Ah non, c'est pas fini. Fausse joie. Portugais. Est-ce qu'il y a des Portugais Ah ouais. entre James et Rémi Ah. qui dit oui, qui dit Ah. non? Le premier qui répond oui ou non qui... Bah non. oui, allez, il y en a Non. eu un Bah, quand voilà. même. Oui ou non, voilà. Voilà, Oui ou non? J'ai Non pris pour oui. Rémi, oui Non. pour James. Le vainqueur de ce quiz Paris-Roubaix 2023,
et Rémi Dos Santos. Il n'y avait pas. Je ne peux pas perdre sur le Portugal. En 2013. Perdu à cause du Portugal. Merci Anthony d'avoir participé à ce quiz. En tout C'est cas, pas c'est grave. toujours un plaisir. Bravo, très James. fort, James, hein, sur Paris-Roubaix et notamment les Belges. On voit que tu as bien révisé. On fait juste très rapidement les paris. Tiens, je mets le jingle en parlant. Voilà, super. Parce qu'on a pas mal de retard. Donc sur les paris de Paris-Roubaix, est-ce que vous avez juste rapidement pour la victoire, un podium, un petit truc à donner, James, toi qui es le roi des Belges, est-ce que tu as un petit pronostic? Je sais pas si tu regardes les cotes là-bas ou pas. Tiens, les cotes. C'est Van Aert qui est favori à 4 devant Van Der Poel 5,25 et Pedersen 6,50. Bah, Van Aert, oui, ça se tente à 4 avec l'aspect revanchard. Et si on veut être un peu plus joueur, pourquoi pas tenter, je sais pas, moins 7 Van Mark. Là, ça doit être très fort. Seb Van Mark, c'est bien. Ouais. Tu m'as pas facilité Bah, la Non, mais il est toujours bien sur cette course-là. Il a déjà fait plusieurs podiums. Alors pourquoi pas, si on veut être joueur, hein, je dis bien si on veut être joueur. Hein. 80. Pourquoi pas tenter un podium, hein, voilà. Ouais, Ça, 80. c'est un podium de Seb Van Mark, ça doit être un peu moins. Donc pourquoi pas. Ok, un podium. Prima expérience pour James. J'y crois pas trop. Rémi, tu te mettrais quoi? J'ai bien envie de jouer Pedersen pour la victoire. Parce qu'un podium, c'est. Je tenterai un Pedersen, allez. Ok, Pedersen. Donc sur le podium, Pedersen, c'est ça? Pas pour Non, la victoire. 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 Ouais, 6,50. je tente la victoire. Anthony, toi qui es le roi des pompes. Moi, mon pari, Van Aert, vainqueur. Ma grosse cote, Ghana. Ok, bon. Ghana vainqueur ou Ghana sur le vainqueur podium ou Non, Ghana vainqueur. Ghana vainqueur qui est à 11 du coup. Ghana vainqueur. Je voulais parler du Tour des Pays Basques, mais on n'aura pas le temps de le faire, mais on le fera au retour de ce Tour des Pays Basques. Il y a David Gaudu là-bas, il y a pas mal de monde face à Vingegaard. Va-t-il réussir à dompter une nouvelle fois Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France? Eh bien, on verra ça dans les prochains jours. On va se régaler en attendant sur Paris-Roubaix ce week-end, sur cette course en Espagne, sur le Tour de la région Pays de la Loire. Voilà donc pour les courses cette semaine. Merci les gars d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que Anthony Nicolas est en tête de la fantaisie et la route du Tour. Donc il faut un maximum le rattraper. Mais en attendant, il n'y aura personne pour les Ardennaises. Et ça, il n'avait pas calculé. Merci les gars d'avoir participé. Merci à tous de nous avoir suivis sur le chat, de nous avoir aidés, de nous avoir envoyé des petits messages. Désolé pour la petite coupure, mais c'est comme ça. C'est les aléas du direct. Les joies du direct, exactement. Voilà, tout à fait. Allez, à bientôt. Salut. Allez. Ciao.